En avril 2003, Boeing a fait une annonce qui a secoué toute l'industrie aéronautique. Ils allaient construire un avion gros porteur, principalement en composite de fibre de carbone. Pas en aluminium, pas le matériau qui avait défini l'aviation commerciale durant des décennies, la fibre de carbone. Plus précisément, du plastique renforcé de fibre de carbone. Jamais personne n'avait tenté ça à cette échelle. Pas pour un gros porteur. Pas pour un avion qui allait transporter des centaines de passagers à travers les océans pendant des décennies. Boeing misait son avenir sur des matériaux jamais éprouvés et un modèle de chaîne d'approvisionnement si radical que leurs concurrents se demandaient si Seattle n'avait pas complètement perdu la tête. Comment le constructeur d'avions le plus prospère au monde a-t-il failli se saborder en essayant de construire l'avion du futur ? Au début des années 2000, Boeing était en perte de vitesse. Pour la première fois depuis des décennies, il avait un vrai concurrent, Airbus. Les chiffres étaient sans appel. En 2003, Airbus a livré plus d'avions que Boeing. L'A330 dominait le marché des gros porteurs moyens. La famille A320 grignotait peu à peu la domination de Boeing sur les monocouloirs. Et Airbus venait de lancer l'A380, un super jumbo qui promettait de redéfinir le transport long courrier. La gamme gros porteur de Boeing vieillissait. Le 777 avait du succès, mais c'était une conception des années 90 qui commençait à dater. Le 767 avait 30 ans. La domination du 747 s'effaçait lentement. Et Boeing n'avait rien en développement pour contrer l'élan d'Airbus sur plusieurs segments du marché. Boeing faisait face à un dilemme stratégique qui allait décider de son avenir. Il pouvait se lancer dans la course au super jumbo en construisant un avion encore plus grand ou un appareil similaire pour rivaliser avec la 380. Ou alors parier sur une vision complètement différente de l'avenir de l'aviation. Au départ, Boeing a misé sur la vitesse. En 2001, ils ont présenté le Sonic Cruiser, qui est un concept élancé à aile delta qui volerait presque à la vitesse du son, réduisant les temps de traversée transocéanique de plusieurs heures. Techniquement, très audacieux. Visuellement impressionnant. Mais les compagnies aériennes n'en voulaient absolument pas. Le problème, c'était le carburant. Le Sonic Cruiser consommerait beaucoup plus que les avions déjà existants pour atteindre ces vitesses élevées. Et dans le marché aérien post-11 septembre, avec une demande passager très incertaine, les compagnies ne cherchaient pas la rapidité, mais des coûts d'exploitation plus bas. Sous la direction d'Alan Mulally, président des avions commerciaux, Boeing a fait un virage crucial. Ils ont repris l'aérodynamique avancée et les technologies du Sonic Cruiser, mais les ont réorientées vers l'efficacité plutôt que la vitesse. L'analyse du marché était claire. Les compagnies ne voulaient pas de super jumbo concentrant le trafic sur des hubs géants. Pas besoin de cruising à Mach 0,95. Les compagnies voulaient un avion qui puisse desservir rentablement des lignes point à point trop peu fréquentées pour un 747, mais trop longues pour un 767. Ce qu'elles voulaient, c'était voler direct de Seattle à Copenhague sans passer par des correspondances. De Los Angeles à Mumbai sans escale à Tokyo. La réponse de Boeing fut le 7E7, plus tard rebaptisé 787 Dreamliner. Cet avion transporte entre 200 et 300 passagers. Possède suffisamment d'autonomie pour relier n'importe quelle deux villes sur Terre sans escale. Et il consomme 20% de carburant en moins que l'avion qu'il remplace. Mais ce qui rend le 787 vraiment révolutionnaire, ce n'est pas qu'il soit plus efficace. C'est que Boeing a complètement repensé de quoi un avion pouvait être fait, la façon dont il se construit et qui le construisait. Décider d'utiliser des composites en fibre de carbone pour la moitié de la structure n'était pas une amélioration graduelle. C'était un saut radical par rapport à des décennies de construction en aluminium. Ces composites offrent des avantages incroyables. Plus légers, pas de corrosion, meilleure résistance à la fatigue, moins de fixation. Mais personne n'en avait jamais produit à cette échelle. Personne ne les avait certifiés pour la structure principale d'un gros porteur. Personne ne savait si la chaîne d'approvisionnement pouvait fournir suffisamment de matériaux. Boeing allait le découvrir. Et cette réponse allait presque les mener à la faillite.
La cellule du 787 serait composée à 50% de plastique renforcé de fibres de carbone en poids. Pas juste des carénages ou des surfaces de contrôle. La structure principale, les sections du fuselage, les peaux des ailes, l'ensemble de la queue. Ce n'était pas une simple amélioration des matériaux, c'était une réinvention totale de la façon de construire un avion. Le composite en fibre de carbone, c'est exactement ce que ça semble être. Des milliers de filaments de carbone tissés en tissu, puis superposés avec une résine époxy, puis durcis dans d'énormes autoclaves soumis à la chaleur et à la pression. Le résultat, c'est un matériau plus solide que l'aluminium pour un poids bien moindre. Il ne rouille pas, il ne fatigue pas comme le métal, et il peut prendre des formes complexes impossibles à usiner en aluminium. Les économies de poids seules justifiaient le risque. Chaque kilo en moins sur le poids vide de l'avion, c'est autant de carburant en moins qu'il faut transporter ou de charges supplémentaires possibles. Le 787 serait environ 20% plus léger qu'un avion équivalent en aluminium. Ça se traduisait directement par une meilleure consommation, environ 20% de gains comparé à l'appareil remplacé. Mais le vrai bénéfice, ce sont les composites qui ont permis à Boeing de repenser l'expérience passager. Les fuselages en aluminium sont faits de plaques courbées rivetées ensemble. La courbure est limitée par la capacité à plier l'aluminium sans le fissurer. Cette contrainte détermine la largeur de la cabine, la taille des fenêtres, tout. Les composites n'ont pas cette limite. Boeing a pu rendre le fuselage du 787 plus large que celui du 767 malgré des dimensions extérieures proches. Les fenêtres ont été agrandies à 48 cm de haut, 30% plus grandes que sur n'importe quel autre avion commercial. Il y avait aussi la pressurisation. L'aluminium se fatigue sous cycles de pression répétés. Après des milliers de vols, ces cycles créent des micro-fissures. C'est pourquoi les compagnies limitent la pression cabine à l'équivalent de 2400 mètres d'altitude. Plus haut, la fatigue s'accélère dangereusement sans raison économique. Les composites ne fatiguent pas de la même façon. Les compagnies pouvaient pressuriser le 787 à une altitude cabine de 1800 mètres sans compromettre la durée de vie. Les passagers arrivent moins déshydratés, moins fatigués et avec moins de maux de tête et de décalage horaire. La cabine pouvait aussi maintenir une humidité plus élevée, 15% au lieu de 4%, car il n'y avait pas d'aluminium à corroder. Ce n'étaient pas des astuces marketing, c'était de vraies améliorations du confort passager permises par la science des matériaux. Les moteurs étaient tout aussi révolutionnaires. Boeing proposait deux choix, le General Electric GEnx et le Rolls-Royce Trent 1000. Tous deux optimisés pour la consommation, tous deux intégrant des matériaux avancés, comme des composites en matrice céramique dans les zones chaudes. Tous deux promettaient des gains à 2 chiffres en efficacité par rapport au moteur précédent. Le 787 allait aussi être le premier avion commercial à utiliser des systèmes électriques plutôt que des pneumatiques pour la pressurisation cabine et le dégivrage d'ailes. Les avions traditionnels prélèvent de l'air haute pression dans les moteurs pour ces fonctions, ce qui réduit leur efficacité. L'architecture tout électrique du 787 éliminait complètement cet air prélevé, récupérant cette perte de rendement. L'autonomie était le dernier élément. Le 787 serait dès son entrée en service certifié ETOPS complet, ce qui signifie qu'il pouvait voler sur des routes à plus de 3 heures d'un aéroport de secours approprié. Ça ouvrait des routes transocéaniques point à point jamais rentables auparavant. Les compagnies pouvaient éviter les hubs congestionnés et voler en direct. Boeing avait conçu un avion plus léger, plus efficace, plus confortable et plus performant que tout ce qui volait alors. Sur le papier, un pur chef-d'œuvre. Mais voilà ce que les ingénieurs de Boeing savaient sans le dire publiquement. Chacune de ces innovations impliquait un risque technique énorme. Produire des composites à cette échelle n'avait jamais été fait. Les certifier pour la structure principale nécessitait des années de tests. Le fait d'intégrer des systèmes tout électriques exposait chaque bug logiciel à un risque catastrophique. Et Boeing allait ajouter à ces risques techniques un choix business qui ferait du 787 le programme d'avion commercial le plus cher de l'histoire. Le pari le plus fou n'était pas la fibre de carbone, c'était la façon dont Boeing avait décidé de le construire. Le plan de Boeing pour construire le 787 était sans précédent dans la fabrication aérospatiale. L'entreprise allait externaliser environ 70% de l'avion à un réseau mondial de ce qu'elle appelait des partenaires partageant les risques.
Ce n'était pas une sous-traitance classique. Boeing transférerait à la fois le risque financier et la responsabilité technique à des fournisseurs aux quatre coins du monde. Ces partenaires financeraient leurs propres coûts de développement, concevraient et fabriqueraient des sections complètes de l'avion avec les systèmes installés, puis ne seraient payés que lorsque Boeing livrerait les avions finis aux clients. La logique financière était séduisante. Boeing pouvait construire le 787 sans supporter seul tout le coût du développement. Le risque serait réparti entre des dizaines de fournisseurs. Et en plus de cela, si le programme réussissait, tout le monde en profiterait. Sur le papier, le réseau mondial semblait impressionnant. Les sections du fuselage central, mais aussi le stabilisateur horizontal, seraient construits par Alenia Aeronautica en Italie. Kawasaki Heavy Industries au Japon ferait le fuselage avant, mais aussi les puits de train d'atterrissage principal. Mitsubishi Heavy Industries fabriquerait les ailes. Fuji Heavy Industries s'occuperait de la boîte de l'aile centrale. Spirit Aerosystems à Wichita, à l'époque l'ancienne usine de Boeing, qui est à nouveau détenue par le groupe, fabriquerait le fuselage avant. Vought Aircraft Industries à Charleston construirait les sections du fuselage arrière. L'usine Everett de Boeing se contenterait d'assembler ces énormes sections, d'installer les intérieurs et de sortir des avions finis. L'entreprise prévoyait un assemblage final durant seulement 3 jours. 3 jours. Faites le comparatif aux semaines nécessaires pour un assemblage traditionnel d'avions. Ça sonnait comme une révolution, et c'en était vraiment une. Boeing redéfinissait fondamentalement son rôle dans la fabrication aéronautique. L'entreprise qui avait construit le B-17, le 707, le 747, des avions qui définissaient la domination des USA dans le secteur, a commencé à devenir un intégrateur et assembleur plutôt qu'un fabricant. Mais voici ce que la direction de Boeing ne comprenait pas ou choisissait d'ignorer. La fabrication aéronautique n'est pas comme l'assemblage d'électronique grand public. On ne peut pas simplement passer des plans à des fournisseurs et attendre qu'ils livrent des sections prêtes à voler. Les défis d'intégration sont énormes. Les systèmes doivent communiquer entre eux. Les logiciels doivent être compatibles. Les pièces doivent s'ajuster avec une précision mesurée en millièmes de pouce. Les fabricants d'avions ont toujours gardé un contrôle strict sur la conception et la production, précisément parce que l'intégration aérospatiale est d'une complexité brutale. Les ingénieurs doivent être physiquement proches. Les problèmes doivent être détectés et résolus en temps réel. Il faut du savoir-faire accumulé sur des décennies. Boeing abandonnait tout ça. L'entreprise distribuait une expertise d'ingénierie critique à des fournisseurs qui n'avaient jamais construit de section d'avion complète auparavant. Des fournisseurs répartis géographiquement sur plusieurs continents et fuseaux horaires. Des fournisseurs qui utilisent des logiciels de conception différents, des processus de fabrication différents et aussi des standards de contrôle qualité différents. L'hypothèse cachée derrière toute cette stratégie était que ces fournisseurs pouvaient gérer l'intégration des systèmes sans supervision directe de Boeing, qu'ils pouvaient s'organiser entre eux malgré la distance, qu'ils pouvaient livrer des sections qu'il suffirait d'assembler ensemble. Boeing misait sur le fait que la fabrication aéronautique était devenue une commodité, que n'importe qui avec les bons outils et plans pouvait s'en charger, que le rôle de l'entreprise pouvait passer de constructeur à assembleur sans perdre ses compétences clés. 90 ans de connaissances manufacturières pouvaient être remplacés par des contrats et de la coordination. Mais en 2007, il est devenu douloureusement clair que Boeing avait fait le mauvais pari. Les conséquences allaient presque détruire le programme, coûter des milliards de dollars et endommager à jamais la culture d'ingénierie de Boeing. Ce que Boeing a découvert était connu depuis des décennies dans l'aérospatiale, mais étrangement oublié, on ne peut pas externaliser la connaissance. On ne peut pas contracter la complexité. Et on ne peut absolument pas construire un avion en comité lorsque ce comité est disséminé aux 4 coins du globe. Le 787 allait enseigner cette leçon à Boeing de la manière la plus chère qui soit. En octobre 2007, Boeing a annoncé le premier retard. Le vol inaugural du 787 était repoussé, retardant les premières livraisons de 6 mois. Puis, en janvier 2008, un autre retard. Puis en avril. Ensuite, une grève des machinistes et encore un retard en novembre. En 2009, le programme avait été retardé plusieurs fois, repoussant la première livraison de près de 3 ans. Ce qui se passait à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement de Boeing était tout simplement catastrophique. La première crise est apparue en Italie. Alenia a livré les premières sections du fuselage central à Everett pour l'assemblage final.
Les ingénieurs de Boeing les ont ouvertes et ont découvert un cauchemar. Des milliers de fixations, rivets et boulons maintenant la structure composite ensemble avaient été mal posés. Mauvaise taille, mauvais couple de serrage, mauvaise position. Chaque fixation devait être retirée et remplacée, manuellement, sur des sections qui devaient arriver prêtes pour l'assemblage final. Ensuite, les partenaires japonais ont livré leurs sections. Les caissons d'ailes ne s'alignaient pas correctement avec le fuselage central. Il y avait des jeux là où un ajustement précis était obligatoire. Les faisceaux de câbles ne correspondaient pas aux spécifications d'interface. Des systèmes qui devaient simplement se connecter ne le pouvaient pas. Boeing a découvert que les fournisseurs utilisaient différentes versions du même logiciel de CAO. Les modifications de design faites à Seattle ne se transféraient pas aux partenaires au Japon. Les ingénieurs italiens travaillaient sur des plans vieux de plusieurs mois. Les données de personne n'étaient synchronisées. Les problèmes d'intégration système étaient encore plus profonds. Le système électrique du 787 était bien plus complexe que tout avion Boeing précédent. L'architecture tout électrique nécessitait des kilomètres de câblage remplaçant les systèmes pneumatiques et hydrauliques. Ce câblage devait être installé dans les sections composites du fuselage avant l'expédition vers Everett. Mais les fournisseurs ne possédaient pas la connaissance institutionnelle de Boeing pour acheminer les systèmes électriques. Les faisceaux de câbles étaient trop serrés, ce qui a causé des risques de frottement. Les connecteurs ne s'alignaient pas. Les logiciels contrôlant différents systèmes ne communiquaient pas car chaque fournisseur avait fait des choix indépendants sur les protocoles et interfaces. Boeing avait supposé que des spécifications détaillées suffiraient, que les fournisseurs pourraient s'exécuter indépendamment selon ses spécificités. Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'intégration aéronautique exige une communication constante, une résolution immédiate des problèmes, mais surtout un savoir-faire institutionnel vivant dans la tête des ingénieurs, non pas dans des documents. La réponse de Boeing a révélé à quel point il s'était lourdement trompé. Boeing a commencé à envoyer des équipes Tigre, groupe d'ingénieurs expérimentés, dans les usines de fournisseurs à travers le monde. Ces équipes identifiaient les problèmes, développaient des solutions et supervisaient la réfection. Les ingénieurs Boeing faisaient en réalité le travail d'intégration que les fournisseurs étaient censés gérer. Dans certains cas, Boeing a dû reprendre en main des sections entières du travail. Ils ont envoyé des centaines d'ingénieurs dans les installations partenaires pendant des mois. Ils ont installé des managers Boeing pour superviser les opérations des fournisseurs. En fait, ils reconstruisaient l'intégration verticale qu'ils avaient intentionnellement démantelée. La saignée financière était spectaculaire. Les coûts de développement, initialement estimés à environ 10 milliards de dollars, ont fini par dépasser 32 milliards. Le modèle de partage des risques, censé répartir les coûts, a totalement échoué. Boeing payait pour corriger les erreurs des fournisseurs tout en dédommageant les partenaires pour les retards. Les clients de lancement voyaient leur date de livraison s'évaporer. All Nippon Airways avait commandé 50 787 avec des livraisons prévues dès 2008. Ils construisaient toute leur stratégie long courrier autour de cet avion. Japan Airlines, United, Air Canada, tous avaient pris des décisions de flotte basées sur les promesses de Boeing. Chaque retard coûtait à Boeing en crédibilité, pénalité et annulation de commandes. Certains clients se sont tournés vers l'Airbus A350, lancé en 2006 précisément pour rivaliser avec le 787, Airbus ayant appris des erreurs d'externalisation de Boeing bien avant qu'elles ne deviennent concrètes. D'autres ont simplement abandonné. Au sein de Boeing, la crise a déclenché des départs chez les dirigeants. La direction de la division commerciale a changé. Le responsable du programme 787 a été remplacé 2 fois. Le cours de l'action a chuté, les investisseurs réalisant que les problèmes du programme n'étaient pas des retards temporaires, mais des échecs stratégiques fondamentaux. Le problème profond devenait impossible à ignorer. Boeing avait externalisé non seulement la fabrication, mais aussi des connaissances clés dans l'ingénierie. Ils avaient cru que les spécifications détaillées pouvaient remplacer l'expertise pratique, que les outils de coordination pouvaient pallier l'absence de colocalisation, que les contrats pouvaient imposer ce que seule la culture et l'expérience peuvent garantir. Ce que Boeing a appris, au prix de dizaines de milliards de dollars, c'est que la fabrication aéronautique est incroyablement complexe. On ne peut pas répartir cette complexité entre des organisations déconnectées tout en espérant une intégration fluide. Le savoir-faire nécessaire pour construire des avions repose sur des relations, une compréhension tacite et la capacité de résoudre ensemble les problèmes en temps réel. Boeing avait tenté de réduire la fabrication d'avions à une simple optimisation de chaîne d'approvisionnement. Le 787 a montré que c'était tout le contraire. Lorsque l'avion a enfin effectué son vol inaugural en décembre 2009, donc avec plus de 2 ans de retard, les problèmes étaient loin d'être terminés.
Le premier avertissement sérieux est apparu en novembre 2010. ZA002, le deuxième avion test du 787, effectuait un vol d'essai de routine lorsqu'un panneau électrique dans la baie arrière d'équipement a pris feu. La fumée a envahi la cabine. L'équipage a effectué un atterrissage d'urgence à Laredo, dans le Texas. Les enquêteurs ont découvert que le feu avait été causé par des débris d'objets étrangers laissés à l'intérieur du panneau lors de la fabrication, combinés à un mauvais design qui permettait des arcs électriques. Boeing a corrigé ce problème spécifique. Mais c'était le symptôme de quelque chose de plus grand, une intégration précipitée et des problèmes de contrôle qualité qui marquaient tout le programme. Puis sont arrivées les batteries. Le 787 utilisait des batteries lithium-ion, la même technologie que les ordinateurs portables et les véhicules électriques pour alimenter les systèmes critiques. Les lithium-ion offraient une densité énergétique plus élevée que les batteries nickel-cadmium traditionnelles, ce qui permettait d'économiser du poids et de la place. Mais elles comportaient aussi des risques. Si elles étaient endommagées ou mal gérées, elles pouvaient surchauffer, prendre feu, voire exploser. Lors des tests en vol, Boeing a connu plusieurs incidents avec les batteries. Surchauffe, fumée, des événements de défaillance thermique où la température de la batterie montait de façon incontrôlable. À chaque fois, Boeing et le fournisseur GS Yuasa ont développé des solutions, et la FAA a accepté ces solutions pour laisser les tests continuer. Le 787 a reçu sa certification en août 2011. All Nippon Airways a reçu le premier avion de production en septembre. Après 8 ans de développement, 3 ans de retard et plus de 32 milliards de dollars, le Dreamliner entrait enfin en service commercial. Pendant 15 mois, le 787 a fonctionné sans incident majeur. Les compagnies ajoutaient des routes, les passagers louaient le confort de la cabine, Boeing augmentait la production. Le cauchemar semblait fini. Puis le 7 janvier 2013, un 787 de Japan Airlines était stationné à un poste à l'aéroport de Boston-Logan, vide, relié à l'alimentation au sol. Une batterie de l'unité de puissance auxiliaire dans la baie électronique arrière a commencé à surchauffer. En quelques minutes, la batterie a commencé à fumer puis brûler. Les pompiers de l'aéroport ont trouvé que la batterie était en défaillance thermique, atteignant plus de 260 degrés Celsius. La batterie était censée avoir plusieurs couches de protection, système de surveillance, gestion thermique, contention, tous avaient échoué. 9 jours plus tard, un 787 d'All Nippon Airways décollait de Yamaguchi lorsque les pilotes ont reçu un avertissement de défaut de batterie. La fumée a commencé à pénétrer dans le cockpit. Le capitaine a déclaré une urgence et a dérouté vers l'aéroport de Takamatsu pour effectuer un atterrissage d'urgence avec les pompiers sur place. Ce n'était pas un appareil au sol, c'était un vol actif avec des passagers, de la fumée dans le cockpit, un incendie de batterie en altitude, le scénario exact que la certification devait empêcher. Le 16 janvier 2013, le même jour où le 787 d'AENA avait dérouté vers Takamatsu, la FAA a pris une décision sans précédent. Ils ont émis une directive d'urgence ordonnant la mise au sol de toute la flotte mondiale de 787. Tous les avions, 50 appareils exploités par 8 compagnies sur 3 continents. Tous cloués au sol indéfiniment. C'était la première fois que la FAA mettait au sol un modèle entier d'avion depuis le DC-10 en 1979. Et contrairement au DC-10, où le problème était clair, Boeing et les régulateurs ne pouvaient pas expliquer définitivement pourquoi les batteries du 787 échouaient. L'enquête a duré des mois. Boeing, GS Yuasa, la FAA, mais aussi le NTSB ont mené des tests poussés. Ils ont finalement conclu que la cause principale était probablement des courts-circuits internes dans les cellules de batterie, combinés à une contention et une surveillance inadéquate. La solution n'était pas élégante. Boeing ne pouvait pas redesigner les batteries elles-mêmes. Cela aurait pris des années. À la place, ils ont ajouté une boîte de contention en acier autour de chaque batterie, avec un tuyau de ventilation pour évacuer toute fumée ou gaz par-dessus bord. Ils ont ajouté des systèmes de surveillance et de contrôle plus robustes. En gros, ils ont supposé que les batteries pouvaient tomber en panne et ont conçu le système en conséquence. La FAA a approuvé la solution en avril 2013. Le 787 est retourné en service après une mise au sol de 4 mois. Mais le dommage à la réputation était profond. L'appareil le plus avancé au monde, l'avion censé représenter le futur de l'aviation, avait été cloué au sol dans le monde entier parce que Boeing n'avait pas réussi à empêcher ses batteries de prendre feu.
Alors que le 787 était encore cloué au sol, Boeing jouait déjà une autre carte stratégique qui allait empirer les problèmes de contrôle qualité du programme. En 2009, Boeing a annoncé l'ouverture d'une deuxième chaîne de production du 787 à North Charleston, en Caroline du Sud. Les raisons officielles étaient solides: augmenter la capacité pour répondre à la demande, créer une redondance géographique et s'implanter dans un état favorable aux entreprises et sans syndicats. Mais les raisons officieuses étaient plus complexes. La relation de Boeing avec ses employés de la région de Seattle était tendue depuis des années. Grève à répétition, négociations syndicales constantes. La société voulait avoir du levier. Charleston offrait ce levier. Loi Right to Work, coût de main-d'œuvre plus bas et un gouvernement d'État prêt à offrir des incitations fiscales. Boeing a investi des milliards dans l'usine de Charleston. Ils ont construit des usines gigantesques. Ils ont embauché des milliers d'ouvriers. Et ils ont commencé à produire des sections de fuselage du 787, puis des avions complets. Mais Charleston avait un problème. La main-d'œuvre était neuve. Pas seulement neuve chez Boeing, neuve dans la fabrication aéronautique tout court. Ils n'avaient pas le savoir-faire accumulé à Everett, où certains ouvriers avaient des décennies d'expérience sur 747, 767 et aussi 777. Ce manque d'expérience a commencé à se traduire par des problèmes inquiétants. En 2014, un ouvrier a découvert des copeaux métalliques, des débris étrangers, dans l'aile d'un 787 construit à Charleston. Puis des outils, puis des sections entières d'échafaudage. Les ouvriers racontaient trouver des débris dans les réservoirs de carburant, dans les compartiments électriques, partout où un objet flottant pouvait causer une catastrophe. Des lanceurs d'alerte ont commencé à dénoncer des choses qui dépassaient les simples erreurs. Ils parlaient d'une pression de production telle que les contrôles de qualité étaient précipités, voire sautés. Ils ont rapporté des managers poussant les ouvriers à valider un travail incomplet juste pour tenir les délais. Une culture où atteindre les objectifs de production comptait plus que faire le travail correctement. Un ancien responsable qualité, John Barnett, a témoigné avoir trouvé des grappes de problèmes sur des avions construits à Charleston. Vis manquantes ou mal installées, contamination par des débris, travaux électriques incomplets. Ces alertes ont été ignorées par une direction complètement obnubilée par les cadences. Boeing a nié ces accusations, se référant à la supervision de la FAA et à ses propres systèmes de qualité. Mais le constat était clair. Charleston peinait à contrôler la qualité, là où Everett, malgré ses défauts, y arrivait mieux. Ce contraste culturel était frappant. Les ouvriers d'Everett avaient construit certains des avions les plus complexes au monde. Ils savaient que la précision était vitale, car des vies en dépendaient. À Charleston, on apprenait cette leçon sur le tas, sous une pression énorme pour égaler les cadences d'Everett. L'objectif de Boeing, produire 14 avions par mois entre les deux sites. Mais augmenter la production tout en gardant la qualité s'avérait presque impossible. La compagnie devait jongler entre quantité et sécurité, entre planning et méthode de fabrication rigoureuse. À la fin des années 2010, la FAA a renforcé son contrôle sur Charleston. Les inspecteurs repéraient des défauts qui auraient dû être détectés en production. Boeing a dû ajouter des contrôles qualité et ralentir la cadence. L'usine de Charleston incarnait tout ce qui avait mal tourné dans la stratégie de Boeing. La même logique de réduction des coûts qui avait causé des externalisations catastrophiques poussait maintenant à l'arbitrage géographique et à la baisse des coûts de main-d'œuvre. La priorité donnée aux chiffres financiers au détriment de l'excellence technique créait des problèmes de qualité mettant en danger la sécurité des passagers. Le 787 commençait enfin à être rentable. Mais la culture d'entreprise de Boeing avait changé en profondeur. Et ces changements allaient avoir des conséquences bien plus graves que des retards de production ou des incendies de batterie. En 2018, le programme 787 approchait enfin du seuil de rentabilité. Boeing avait livré près de 800 avions d'ici la fin de l'année. Les compagnies aériennes commandaient davantage. Malgré ces défis continus, le système de production fonctionnait. Le Dreamliner était devenu la pierre angulaire des flottes long courrier dans le monde entier. Mais au sein de Boeing, quelque chose s'était brisé. Un problème qu'aucune solution d'ingénierie ni amélioration de la production ne pouvait réparer. La transformation culturelle amorcée avec la fusion McDonnell-Douglas, celle qui avait mené à la stratégie d'externalisation du 787, s'était propagée dans toute l'entreprise. La finance avait remplacé l'aérospatiale comme moteur des décisions. La réduction des coûts primait sur l'excellence technique.
Répondre aux attentes trimestrielles de Wall Street était devenu plus important que préserver le savoir-faire ayant fait de Boeing le constructeur aéronautique de référence. Le programme 737 MAX a rendu cette transformation brutalement visible. Lorsque Boeing a décidé de rééquiper le 737 pour concurrencer l'Airbus A320neo, il devait choisir. Soit concevoir un tout nouvel avion, coûteux et long mais techniquement optimal, ou alors modifier un design existant pour économiser et accélérer le calendrier. Boeing a choisi de modifier, ou plutôt fut contraint par une commande d'American Airlines en 2011. Il a opté pour des moteurs plus gros et plus efficaces sur une cellule vieille de 50 ans. Ces moteurs ont modifié l'aérodynamique de l'appareil, nécessitant une compensation logicielle. Ce logiciel, le MCAS, était conçu pour que le MAX se comporte comme les versions précédentes du 737 dans certaines conditions. Mais MCAS reposait sur un seul capteur d'angle d'attaque. Il pouvait s'activer de façon répétée sans que les pilotes ne s'en rendent compte. Et Boeing n'a pas bien expliqué ce système aux compagnies ni aux régulateurs, car cela aurait demandé une formation supplémentaire, ce qui aurait sapé l'avantage compétitif du MAX. Les parallèles avec le 787 sont évidents. La même logique d'économie, la même priorité donnée au calendrier plutôt qu'à la sécurité, la même croyance qu'on peut résoudre les problèmes d'ingénierie par des raccourcis plutôt que par un bon design, le même laxisme réglementaire qui permet à Boeing de quasiment s'autoriser sa propre certification. Les catastrophes des vols Lion Air 610 en octobre 2018, puis Ethiopian Airlines 302 en mars 2019, qui ont coûté la vie à 346 personnes, ont confirmé la vision mondiale de ce que Boeing était devenu. Le MAX fut cloué au sol mondialement. La crédibilité de la FAA détruite. La réputation de Boeing effondrée. Le 787 et le MAX sont nés de la même culture d'entreprise. La différence ? Les soucis du 787 se traduisent par des retards, dépassements de coûts et incendies de batterie, là où ceux du MAX ont tué des gens, 346 âmes. Le bilan financier du 787 raconte une histoire. Plus de 1230 appareils livrés au 30 novembre 2025. Le programme deviendra rentable, les compagnies adorent l'avion, les passagers le préfèrent. La technologie fonctionne, mais ce bilan financier masque ce que Boeing a vraiment perdu. Ce qu'elle a perdu, c'est un savoir-faire industriel acquis en des décennies. Des ingénieurs expérimentés ont quitté ou pris leur retraite sans transmettre leur savoir. Les partenariats dans la chaîne d'approvisionnement, sa force concurrentielle ont été brisés ou détruits. Elle a perdu la confiance des régulateurs. La relation respectueuse et collaborative avec la FAA est devenue antagoniste. Les autorités internationales n'acceptent plus automatiquement les certifications FAA. Boeing doit maintenant faire face à une supervision qui rallonge de plusieurs années les délais de développement. Exemple, le 777X. Elle a perdu la culture d'ingénierie qui a donné naissance aux 707, 747 et 777. La conviction que l'excellence technique l'emporte sur les profits trimestriels. La conscience que l'aéronautique exige une précision extrême, car des vies en dépendent. Airbus a tiré les leçons de Boeing. Avec l'A350, il a gardé un contrôle strict sur ses fournisseurs, maintenu l'ingénierie critique en interne, mis l'excellence technique avant le calendrier. L'A350 est entré en service à l'heure, sans incident majeur, et a connu un franc succès. Le développement compliqué du 787 a aussi influencé l'approche de Boeing pour ses programmes futurs. Pour le 777X, qui est un dérivé plus grand et efficace du 777, la firme a réduit l'externalisation extrême. Plus d'ingénierie en interne. Les partenariats ont été réorganisés avec plus de contrôle. Boeing a appris, douloureusement, qu'on ne peut pas externaliser le savoir institutionnel. Mais le mal était fait. L'A350 a capté la part de marché que le 787 aurait dû dominer. Airbus a désormais une famille moderne et efficace de gros porteurs allant du A330neo au A350-1000. La réponse de Boeing, le 777X, a rencontré ses propres retards et difficultés de certification, conséquence directe de la pression réglementaire déclenchée par la crise du MAX. Même la Chine surveille et apprend. Le programme gros porteur C929 de Comac, en partenariat avec la Russie, qui a été abandonné à cause des sanctions suite à l'invasion illégale de l'Ukraine, a choisi une approche plus prudente que le pari risqué du 787. Comac pourrait déployer des alliages aluminium-lithium éprouvés à côté des composites plutôt que de miser tout sur des matériaux non validés à grande échelle.
Son futur C939, concurrent potentiel du 777X, symbolise l'ambition chinoise de défier Boeing et Airbus sur le marché des gros porteurs que le 787 a contribué à définir. L'histoire du 787 ne se résume pas à un programme aéronautique. C'est ce qui arrive lorsqu'une grande entreprise d'ingénierie décide que l'ingénierie n'est plus si importante, lorsque le savoir institutionnel est un coût à éliminer, non un trésor à préserver, lorsque les décideurs stratégiques ne comprennent pas ou se moquent de la complexité technique qu'ils doivent gérer. Aujourd'hui, plus de 1787 volent. Ils relient des villes jamais directement reliées auparavant. Ils prouvent que les composites peuvent fonctionner à grande échelle. Ils offrent l'efficacité et le confort promis par Boeing. Le 787 a atteint ses objectifs techniques. Il a démontré que les composites pouvaient marcher en grande quantité. Il a validé le modèle point à point sur les longs courriers. Il a poussé Airbus à développer l'A350 et a fait avancer toute l'industrie vers plus d'efficacité. Mais ce succès a failli coûter la survie de l'entreprise qu'il a construite. Et l'avantage concurrentiel que Boeing cherchait, celui d'être le premier à maîtriser la technologie composite sur gros porteurs, a été gâché par des retards qui ont permis à Airbus de rattraper son retard avec un programme mieux mené. Le 787 Dreamliner incarne le paradoxe le plus profond de l'aviation. Il a tenu toutes les promesses de Boeing. Matériaux révolutionnaires, efficacité sans précédent, confort passager transformateur. L'avion fonctionne. La technologie est éprouvée. Le marché a validé le design. Mais Boeing a failli se détruire en chemin. Le vrai dilemme ne se situe pas entre innovation et exécution. Il est entre l'excellence en ingénierie et l'optimisation financière. Les dirigeants de Boeing pensaient pouvoir réduire la fabrication d'avions à un simple problème de chaîne d'approvisionnement, que le savoir-faire institutionnel pouvait être remplacé par des contrats et aussi que des décennies d'expertise pouvaient être sous-traitées sans aucune conséquence. Ils se sont lourdement trompés. Ce que le 787 a montré, c'est que la fabrication aéronautique reste d'une complexité insurpassable. On ne peut pas disperser cette complexité entre des organisations déconnectées tout en espérant une intégration parfaite. On ne peut pas sacrifier la capacité technique au profit de la réduction des coûts sans finir par payer un prix bien plus lourd. Les passagers adorent le 787. Les compagnies en dépendent. Cet avion a changé la donne du long courrier. Mais Boeing a perdu quelque chose peut-être irrécupérable, l'ADN industriel et la culture de sécurité qui faisait de lui le fabricant d'avions numéro 1 mondial. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir si le 787 valait la peine d'être construit. C'est de savoir si l'entreprise peut reconstruire ce qu'elle a perdu ou si les dégâts sont définitifs. Alors, dites-moi, le succès du 787 valait-il les risques pris par Boeing ? Une entreprise peut-elle récupérer un savoir-faire institutionnel une fois qu'il a été délibérément démantelé ? Partagez vos avis dans les commentaires.